La concertation vient d'être lancée par le Premier ministre en vue de 2 réformes majeures qui pourraient bien changer votre vie active, celle de l'assurance chômage et celle de la formation professionnelle. Quels en sont les enjeux? Comment refonder notre politique d'indemnisation du chômage et comment former efficacement? Je pose la question ce matin à un ancien conseiller social de François Hollande et commissaire général de France Stratégie, boîte à idées stratégique de l'État. Bonjour Michel Yaël. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1 pour la première fois depuis votre prise de fonction à France Stratégie. Sur l'assurance chômage comme sur la formation, France Stratégie a des propositions. On va commencer par la réforme de l'assurance chômage. Édouard Philippe a reçu les partenaires sociaux sur ce sujet cette semaine. Quels sont les enjeux ? Les grands enjeux, en dehors des enjeux financiers qui sont classiques dans un grand régime social comme celui-là, c'est de préparer le travail de demain. Nous avons travaillé en 2016-2017 sur une notion qu'on a appelée la protection sociale des actifs. Au fond, on voit bien qu'on passe d'un système où tout le monde est salarié quasiment et depuis des décennies à un autre système, à un autre cadre où les salariés demeurent très majoritaires, bien entendu, mais où d'autres formes d'emploi apparaissent, d'autres formes de travail indépendants et pas uniquement dans les plateformes et pas uniquement pour des raisons liées au numérique, et que de surcroît les carrières deviennent plus heurtées et on passe beaucoup d'un métier à l'autre, d'un métier salarié à un autre métier salarié ou d'un métier salarié à un autre métier non salarié, voire même à des métiers publics ou d'autres types de travail indépendants. Donc il faut se préparer à ça. Ça, c'est un des volets de la réforme annoncée. C'est ce qu'on appelle l'universalisation de l'assurance chômage. Autrement dit, faire bénéficier les professions libérales, les agriculteurs, les commerçants, que sais-je, d'un système dévolu aux salariés. Pourquoi universaliser ? Alors ça, c'est une des grandes tendances de régimes sociaux. Il faut se rappeler que dès la Libération, lorsqu'on a créé la sécurité sociale, son fondateur, Pierre Laroque, avait parlé des 3 U, l'unité, l'universalité, l'uniformité. Ce qu'on a un petit peu oublié au passage, c'est que malgré l'apparition de ces grandes lois créant la sécurité sociale, en fait l'unité a été très vite délitée. Dès 1946, il y a eu des régimes spéciaux de retraite, par exemple. Donc on en revient au fond aux fondamentaux, en essayant de trouver des systèmes plus équitables qui donnent grosso modo les mêmes droits à l'ensemble des actifs, quel que soit le statut de leur activité. Ça va coûter cher. Certains disent que ça peut coûter 30 milliards à l'État. Non, je crois que ces chiffres n'ont pas de fondement très très sérieux. La question, c'est qu'en matière de protection sociale, que vous soyez du côté de l'assurance chômage ou de la sécurité sociale, on est dans des systèmes d'assurance collective et bien évidemment, si les droits s'étendent, il faut les financer. Donc, il y aura forcément un équilibre qui sera trouvé par la négociation ou d'autres manières, de sorte que le système soit tenu et durable. Qui va le payer ? Nous tous, comme toujours. Donc c'est déjà le cas d'une certaine manière. Donc la question n'est pas tant d'ordre financier, même si c'est un élément extrêmement important, c'est aussi une question un peu philosophique et de projection de ces systèmes dans l'avenir pour essayer de faire en sorte qu'ils collent aux nouvelles formes de travail et qu'ils assurent les protections à l'ensemble des actifs de demain. Michel Yaël, commissaire général de France Stratégie, pendant la campagne électorale, Emmanuel Macron a annoncé vouloir étatiser la gestion de l'assurance chômage. Autrement dit, ne plus laisser la seule gestion du système aux organisations syndicales. Pourquoi ? En fonction des objectifs, l'organisation peut varier. D'ores et déjà, le système paritaire de l'UNEDIC, comme le système paritaire des retraites complémentaires, est géré par les partenaires sociaux. Mais du côté de l'UNEDIC, chacun sait bien que l'État a déjà un certain rôle et un rôle important. Il garantit la dette, il approuve ou n'approuve pas les conventions. Donc un équilibre sera trouvé, j'imagine, en fonction des objectifs qui seront partagés ou pas partagés. Est-ce qu'il y a un risque de marginalisation des organisations patronales et syndicales autour de la gestion de l'assurance chômage ? C'est ce qu'ils redoutent un peu, c'est une crainte. Oui, c'est sans doute une crainte de leur part, partagée selon, plus ou moins, je dirais, selon leurs idées et leurs doctrines aux uns et aux autres. Mais à titre personnel, je pense que c'est un peu un débat de second rang, même s'il est intense et qu'il intéresse les observateurs. En même temps, ça les a effrayés pendant la réforme du Code du travail, passée par ordonnance. Il y avait une crainte de décentraliser la négociation avec les partenaires sociaux de manière à vider de leur pouvoir les branches syndicales, les organisations nationales. Manifestement, ces craintes ont un peu évolué dans le temps, parce que quand on regarde les textes aujourd'hui, il y a un équilibre assez bien assuré, me semble-t-il, entre le niveau de la branche et le niveau de l'entreprise, justement. Michel Yaël, commissaire général de France Stratégie. Dimanche dernier à la télévision, Emmanuel Macron est revenu sur le fait d'accorder, sous certaines conditions, l'indemnité chômage aux démissionnaires. Est-ce que c'est une bonne idée ou est-ce qu'il y a un risque de gabegie, de dépenses excessives ?
Alors, tout dépend de la façon dont c'est fait, dont c'est encadré, avec des conditions. Nous, ce que nous avions préconisé dès 2016, au début de l'année 2017, c'était que dans le cas où on veuille faire une protection universelle des actifs, on se pose aussi la question des démissionnaires. L'idée sous-jacente, c'est que des gens puissent, de cette façon-là, encore une fois avec des critères qui seront très précis, je n'en doute pas, voir leur projet facilité, éventuellement voir leur mobilité encouragée et leur permettre à des échéances régulières, c'est pas tous les jours ni tous les ans, de changer de trajectoire. Vous parliez des objectifs, finalement qu'une réforme, elle est bien si elle poursuit des objectifs qui, en l'espèce, il y a des objectifs de bonne gestion, c'est l'assurance chômage, il faut qu'on invente ou réinvente une assurance chômage qui permet de lutter contre le chômage, d'accompagner les actifs dans leur transition professionnelle et que tout ça soit fluide et souple. Est-ce que la réforme de la formation professionnelle, qui est discutée, qui a commencé à être discutée cette semaine, poursuit le même objectif ? Je pense qu'il y a deux volets dans la réforme ou dans l'approche de la formation professionnelle. Il y a la modernisation du système et sa simplification pour le rendre plus efficace et probablement un peu moins coûteux. Ça, c'est un premier volet important. Pour répartir une nouvelle fois les rôles entre les différents acteurs, il y en a beaucoup, les entreprises, les partenaires sociaux, les régions, l'État, etc. Et puis, il y a un deuxième aspect dont on parle à mon avis trop peu souvent, qui est le plan d'investissement et en particulier le volet de 15 milliards d'euros qui va être fléché sur les compétences, qui nous semble un enjeu et ce qui me semble un enjeu absolument fondamental qui complète au fond la rénovation du cadre de la formation. Vous confirmez ce chiffre selon lequel seuls 10% des chômeurs bénéficieraient des 32 milliards du budget de la formation professionnelle ? Oui, alors le chiffre de 32 milliards se discute, mais je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails puisqu'on agglomère des dépenses qui sont de nature très, très différente. On est passé de 10 à 20% des demandeurs d'emploi qui sont formés. Et donc, l'effort vers eux va être important, l'effort vers les jeunes. Mais je dirais de manière plus générale, il faut que nous nous dotions, c'est l'idée sous-jacente, d'une stratégie nationale des compétences, parce que la France présente un contraste violent. D'un côté, la population voit son niveau moyen augmenter. Au début des années 80, il y avait 50%, 46% de la population qui ne disposait d'aucun diplôme. On est passé à 20%. C'est une nette amélioration, même si ce chiffre est inquiétant. Mais dans le même temps, on a 30% des salariés et des actifs qui ne maîtrisent pas ce qu'on appelle, pas bien en tout cas, les savoirs de base. Donc on a vraiment besoin d'un énorme investissement dans cette direction. Michel Yaël, commissaire général de France Stratégie, vous avez été, je le rappelle, conseiller social de François Hollande. On vit depuis 2 ans en France des années riches de dialogue social, de débats autour de la question du travail, la formation, l'assurance chômage. Est-ce qu'il y a une continuité d'un président à l'autre, en dépit des critiques formulées par François Hollande cette semaine à l'attention de la politique d'Emmanuel Macron ? Je ne suis pas le meilleur observateur de ce sujet-là. Ce que je dirais simplement, c'est qu'une politique économique et une politique sociale... Moi, je dirais que oui, que vous êtes le meilleur observateur de ce sujet-là parce que vous avez connu les deux périodes. Oui, mais j'ai sans doute tendance à voir davantage les continuités que les ruptures. Donc, si vous voulez me faire dire qu'il y a continuité ou rupture, je dirais qu'il y a forcément un peu les deux. Mais sur les sujets dont on vient de parler pendant ces quelques minutes, il y a une amplification et personnellement, je trouve que c'est une très bonne chose d'aller, encore une fois, dans le sens d'un investissement massif dans les compétences, parce que c'est l'avenir de nos enfants qui est en jeu. Alors quand je disais que vous étiez le conseiller social de François Hollande, c'est que tous les patrons de centrales syndicales, vous les connaissez, vous avez discuté avec eux, vous avez passé de longues heures avec eux. Vous flairez quoi sur la qualité du dialogue social qui s'engage depuis une dizaine de jours sur ces deux grandes réformes que sont celles de la formation et celle de l'assurance chômage? Ça va bien se passer, ça va se crisper. Quel est votre sentiment? Écoutez, sur ce volet-là, pour l'instant, il n'y a pas d'éléments qui permettent d'être particulièrement pessimiste. Mais le dialogue social, ça se juge au résultat. Et donc, si vous me réinvitez dans quelques temps, je vous dirai ce que j'en pense. Pour l'instant, encore une fois, les éléments de la discussion sont sur la table. Et j'observe dans les réactions des uns et des autres qu'on est plutôt dans une phase de construction.